Bon, bonjour toutes et toutes. Ben, écoutez, là j'ai un beau plateau. Il y aura peut-être une surprise tout à l'heure en plus. Mais là j'ai un beau plateau. Il y a Jérémy Cabanet qui est le responsable de la team Marathoniac. Salut Jérémy. Ouais, il a marqué le nom. J'ai rien à te reconnaître. Qui est en même temps qui tient depuis plusieurs années, mais tu nous en diras un petit mot depuis pas mal d'années du coup, hein, en plus. Ce team Marathoniac qui évolue au sein de Hexathlé et qui réunit pas mal d'athlètes, tu nous donneras le nombre, et qui est un team producteur de champions, parce qu'en fin de compte, quand on voit les résultats et on voit qui compose ce team marathoniaque, ben, on est un peu content, on est content, pas que content, mais un peu fier d'avoir cette dynamique-là qui s'organise au sein d'un club, d'un immense club de notre région, et en même temps qui vous permettent, ce club, d'évoluer avec une certaine autonomie. Donc, on en dira un petit mot là-dessus avant de parler de ce marathon de Valence. Mais là, je fais la connaissance de Léo Rouleau, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, septembre apparemment, qui est originaire de l'Île-de-France. Ça arrive, hein, qui a fait un crochet par Grenoble et qui redescend sur Aix-Attelé. Alors, l'accueil, hein, je ne sais pas comment ça s'est passé, il nous dira un petit mot. Il a une entrée en matière dans le marathon. Alors tout à l'heure, écoutez, tout à l'heure, il me dit, ouais, j'arrive. En fait, j'ai pas fait beaucoup de marathons, tout ça, mais il entame là, Valence, 2h16. C'est ça, Léo? C'est ça, oui, un gros 2h16, 2h16 59. On est plus Voilà, proche du donc énorme. 2h17 quand même. Ouais, parce que, ouais, ouais, mais bon, c'est une belle entrée en matière en tous les cas. Mais là, avant tout, ben, vous avez, tous les deux, vous avez. Alors, je ne sais pas si tu étais, toi, Jérémy, à Valence, mais il y a ce marathon de Valence. Moi qui ne connais pas trop cette discipline, tout ça, et je me suis aperçu que dans notre région, ben, le marathon de Valence, c'était notre sujet. C'était un vrai sujet, puisque beaucoup de monde en parlait. Ben, j'avais envie de vous inviter pour que vous m'expliquiez pourquoi ce marathon de Valence il fait tomber des perfs comme ça. Pourquoi ce marathon de Valence, quand c'est une épreuve, elle fait 20 000 personnes? Sur ce marathon de Valence, sur cette édition-là, sur les 20 000 personnes, il y avait 3040 Français. Enfin, ça me paraît pas mal parce que là, c'est quand même une distance, hein, faut y aller, quoi. Et, on va dire, bah, ce marathon, depuis 2015, il est label d'argent, I2AF. Donc voilà, c'est le top top. Donc Jérémy, un petit mot sur ce marathon et pourquoi il a tant de succès et qu'est-ce qui fait qu'il a tant de succès que ça? Ouais, ben, merci déjà de nous donner la parole, de nous inviter et puis d'échanger sur une distance qui nous passionne. Nous, sur Aix-en-Provence et principalement dans la team marathoniaque, hein, voilà, le nom marathoniaque, il découle forcément, comme vous l'avez compris, hein, du marathon. Donc, depuis 2017, on est vraiment un groupe de passionnés par la distance. Et puis, systématiquement, tous les ans, nous allons sur ce marathon, effectivement. Pourquoi ce marathon dans les grandes lignes, c'est un marathon dont l'organisateur fait tout pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions pour réussir une grande performance en fait. Le tracé du parcours est vraiment top, il est vraiment tout plat. Il Euh, est que dans la ville, c'est que dans il la est, ville, hein, ouais, ouais. intramuros. Il Il n'y a, est y a pas beaucoup de intramuros. les Il est virages, tout ça. intramuros, alors il est intramuros, mais la ville de Valence est quand même assez étendue. Donc on alterne des passages à la fois vers le port et puis vers les plages, qui sont pas excentrés de la ville, mais relativement collés, mais pas tout à fait dans le cœur de ville. Et puis on rentre vraiment dans la vieille ville, je dirais vers le 32, 33e kilomètre, où là il y a des passages un petit peu plus sinueux, peut-être pendant 2 ou 3 kilomètres, avant d'en ressortir pendant à peu près 2 kilomètres et de rentrer. Et puis la caractéristique vraiment de la fin du parcours, c'est que les 5 derniers kilomètres sont vraiment sur un faux plat très très légèrement descendant. Donc ce qui est quand même avantageux sur la distance quand généralement on commence à peiner dans les 4 ou 5 derniers kilomètres. Là, on a quand même ce petit avantage où c'est très très légèrement faux plat descendant et ça permet parfois d'atténuer ce qu'on peut appeler le mur. Voilà. Voilà, Quand on de fait sur le finir, de marathon, finir avec une petite le descente. fameux mur. Et puis généralement, cette partie-là est plutôt exposée vent de dos. Voilà, c'est le vent de la terre qui va vers la mer. Et c'est vrai que les 4 ou 5 derniers kilomètres, ils sont plutôt direction de la mer. On longe
l'ancien cours de la Turia, un ancien ruisseau qui a été dévié, qui passe au cœur de ville. Et puis, ben, ça permet aussi parfois d'avoir un tout petit peu de vent dans le dos sur la fin du parcours, ce qui est quand même très nettement avantageux pour les coureurs. Et Donc après, ben, au niveau de le succès de l'organisation, ce marathon, le succès de ce ouais, marathon, c'est l'organisateur qui fait attention aux athlètes, c'est ça. qui donne tout pour qu'il y ait une Une bonne grosse performance. attention sur le parcours, les conditions d'accueil. Voilà, il y a des lièvres, il y a des paisseurs sur 4 ou 5 groupes pour les hommes. Donc, un groupe pour la gagne autour de 2h04, un groupe pour 2h06:30 qui était le record d'Espagne. Et puis ensuite, un groupe, enfin des paisseurs pour 2h09:40 qui sont les minima pour les mondiaux. Et puis ensuite, de mémoire, il devait y avoir un autre groupe autour de 2h13 ou 2h14. Voilà. Et ensuite, chez les filles, c'était un petit peu le même, un petit peu le même schéma avec des lièvres pour la gagne et le record du monde autour de 2h15. Et ensuite, il y avait des lièvres pour 2h18 ou 2h19. Puis après, ça devait être du 2h24 et puis 2h29 de mémoire. Donc, il y avait vraiment de quoi s'incruster dans différents groupes pour des athlètes entre 2h05 jusqu'à 2h30. C'est ça. On va rester un peu dans les performances parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a surpris. En 7 ans, hein, parce que j'ai repris un petit peu les perfs, en 7 ans, on a quand même, chez les hommes, on passe de 2 minutes 6, de 6 et quelques, 13 secondes, à 2 minutes 1. Donc, on a un delta de 5 minutes, ce qui est, enfin, sur un marathon, ça me paraît pas mal. Et au niveau des féminines, de 2,26, on passe à 2,14, donc on gagne 12 minutes. Ouais. Moi, j'ai toujours cru que à cette hauteur de performance-là, on arrive à grappiller des secondes et pas des minutes comme ça. Là, ça veut dire que c'est un faisceau de raisons, c'est des athlètes qui s'améliorent, c'est des préparations qui s'améliorent, mais c'est aussi peut-être le parcours qui s'améliore, c'est l'accueil, c'est tout ça. Comment tu vois les choses, toi, pour avoir un Ben, tel état de performance ben, sur les perfs de pointe, c'est plus le même public qui vient pour la gagne, hein, clairement. Avant, on avait peut-être ce qu'on peut appeler des seconds couteaux au niveau mondial, qui d'accord. venaient, qui étaient en 2,6 effectivement chez les hommes et puis peut-être en 2,25 chez les filles. Maintenant, on a vraiment le top niveau mondial. Clairement, voilà, l'athlète qui gagne la course homme, il fait la troisième performance, enfin cette troisième meilleure performance tout temps sur marathon. Devant, il n'y a que Kipchoge et puis Ouais. Bekele qui ont fait mieux. Donc maintenant, on a vraiment l'élite mondiale qui est présente sur ce marathon. Alors Sur les qu'auparavant, c'était derniers, pas du tout le cas. même sur les derniers kilomètres, on était sur des records mondiaux, quoi, hein, quasiment. Oui, tout à fait. Mais oui, non, Des- on a l'élite mondiale et je serais pas surpris que Kipchoge peut-être fasse ce marathon-là dans les années à venir, même si il est plus proche de la fin de carrière que du début, ou que le record du monde tombe peut-être d'ici sur- 2 ou 3 ans sur ce parcours-là. Oui, clairement. Léo, raconte-nous un peu ton arrivée au Syndex. Comment ça se passe? Ils sont méchants avec toi ou ils ont été sympas ou comment ça se passe quand il y a un nouveau Parisien, non, un Grenoblois qui arrive sur Aix? Comment l'entraînement, comment tu les perçois d'être au milieu de tous ces fadas qui courent là? Comment ça fonctionne? Alors oui, c'est une arrivée d'un Parisien, mais qui se présente sous l'étiquette d'un Grenoblois pour éviter les problèmes au début. J'ai mis un peu de temps avant d'avouer que je venais de la capitale. J'avais peur pour moi. Et après, non, de toute façon, à Aix, surtout à Marathoniac, il y a un gros collectif. Il y a une grosse entraide, enfin, un gros soutien. Et il y a des rendez-vous plusieurs fois dans la semaine. Et au cours de la prépa, même avec ceux avec qui on est parti à Valence, on se donnait des rendez-vous pour faire des footings ensemble ou quoi. Donc il y a eu un très bon accueil et l'esprit de groupe, l'esprit de famille de la team de Jérémy, il se ressent et il aide clairement à s'intégrer et à arriver dans un nouvel environnement qui est un peu inconnu. Le marathon, alors c'est de la performance physique, c'est de l'habitude, c'est de la pratique. C'est beaucoup de mental aussi, j'imagine. Le mental, ça doit compter beaucoup. Léo, C'est, oui, oui, je pense que c'est au-delà du mental le jour de la course. Je pense que c'est une capacité à être régulier dans l'entraînement au fur et à mesure des semaines et des mois. Et c'est peut-être là que réside la clé, enfin, j'imagine.
Et peut-être là, la partie la plus dure aussi, c'est le fait d'être résilient toutes les semaines à l'entraînement en se disant, bon, bah, ce que je fais maintenant, c'est pour dans 3 mois. Ce que je fais maintenant, c'est pour dans 2 mois. Et au fur et à mesure que ça approche, ça devient de plus en plus simple d'y aller parce qu'on sent qu'il y a la carotte qu'on a devant le nez, elle se rapproche, on n'est pas loin de la croquer. Mais, euh, mais c'est vrai que ça oblige à une certaine régularité qui n'est pas forcément facile mentalement à tenir au fur et à mesure des semaines. Comment, Jérémy, comment on détermine, quand on est responsable d'un team qui s'appelle Marathoniac, comment on détermine le calendrier sur l'année? Est-ce qu'on ventile des athlètes? On aménage des entraînements individuels pour chacun? Comment tu arrives? C'est quoi? Du papier à musique avec plein de notes différentes? Et comment on atteint l'harmonie dans tout ça? Ça ne doit pas être simple. Expliquez, donne-nous un petit mot là-dessus. Je pense que tu as résumé en une phrase, hein. C'est pas simple. La chance que j'ai, c'est que l'ensemble des athlètes du groupe sont là pour perfer, pour s'entraider et ont un super état d'esprit. Donc à partir de là, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile que quand on a des athlètes qui sont peut-être ou un peu plus individualistes ou, ouais, c'est ça, ou individualistes ou qui sont pas très partageurs sur leur manière de s'entraîner et de s'entraider au quotidien. Donc après, comment est constitué le planning? Historiquement, voilà, depuis 2017, excusez-moi, le marathon de Valence fait partie de notre objectif pratiquement principal de l'année. Donc, naturellement, il y a toujours un noyau d'athlètes qui va sur ce marathon. Donc, la première année, on était un petit peu les précurseurs en 2017 des Français sur Valence. Et puis, petit à petit, le nombre de participants a grossi. Je crois que l'année dernière, on était 18 ou 19 participants. Cette année, un tout petit peu moins. Et puis là, les inscriptions ont été réouvertes la semaine dernière pour ceux qui ont participé cette année et aujourd'hui, ce jour, pour ceux qui n'ont pas participé. Et il me semble qu'on est déjà 23 à s'être inscrits pour l'édition 2023. Donc, ça se fait naturellement sur la préparation de Valence, sur la préparation automnale. Et après, sur tout ce qui est hiver, printemps et puis un petit peu été, là, c'est plutôt des petits groupes qui se dirigent vers des objectifs qui sont plutôt à la fois individuels, mais dans l'individuel, il y a toujours un petit collectif, un petit noyau qui se greffe pour partager à la fois les séances et puis ces objectifs qui finissent par devenir des objectifs un petit peu collectifs. Donc parfois, ça peut être un France de 10 bornes, ça peut être un France de semi, bon, depuis quelques années. Maintenant, c'est Bon. plutôt à l'automne. Là, ça pourrait peut-être être le France de 10 km à Houille. Ça pourrait être aussi quelques gros semis sur le printemps et éventuellement certainement un marathon, peut-être en fin d'hiver ou début de printemps. On n'est pas encore tout à fait raccord sur les objectifs de certains pour les mois qui viennent. Voilà. Et puis Si je... l'été, on se fait un petit peu plaisir sur la classique Ouais, ouais, je Marais-Valmande. Je pense que tu comprends. la connais. Donc Mais voilà. ça fait partie de la préparation. Si je comprends bien, il y a une date dans l'année le marathon de Valence, par exemple, où c'est la course de référence. Et avant d'arriver à cette date-là, il y a toute une préparation, qu'elle soit au niveau des entraînements, au niveau du groupe, mais aussi sur des rendez-vous de compétition pour se mesurer, pour voir où on en est. C'est comme ça que ça se passe. Oui, tout à fait. Après, il y a les grandes classiques quand même de l'hiver sur la route, entre le 10 km de la Prom classique, le semi et le 10 km de Cannes, où généralement, naturellement, il y a une grosse partie du groupe qui s'y Mm. déplace et puis qui espère battre leur record et puis faire de belles performances. Donc voilà, ça vient naturellement. Et puis dans le groupe, parfois, il y a des objectifs qui émergent, des distances parfois un peu nouvelles, comme on a pu le voir cette année avec Floriane qui s'est prise au jeu du 100 km avec grand succès, puisque elle gagne le titre championne de France dans un premier temps, Ouais, et puis ensuite championne du monde avec le record d'Europe, en plus à la clé. Et ouais. je vous avoue qu'il y a 12 mois pile, c'était quelque chose qu'on ne pensait absolument pas. Et puis, ça a émergé un petit peu quand les modalités de sélection sont sorties en janvier. Nico en a parlé à Florian, et puis c'est parti de là. Donc, parfois, en cours d'année, il y a des objectifs qui émergent, sur lesquels on n'aurait pas spécialement pensé quelques semaines ou quelques mois auparavant. Et puis c'est aussi la force du groupe, où parfois certains ont des idées qui divergent un petit peu. Et puis on arrive à se piquer au jeu. Et puis parfois il y a un, deux ou trois ou plus d'athlètes qui vont vers ces objectifs-là. Donc
c'est Léo, motivant. ça met la pression hein, d'avoir des objectifs. Alors, est-ce que ça met la pression et quels sont tes objectifs à toi, en sachant que bah, tu n'as pas énormément d'antériorité dans cette distance-là? D'être au milieu, on parlait de Nicolas Navarro, hein, qui s'est empêché les Jeux Olympiques, mais il y en a d'autres que tu pourras nous dire sur la team marathonia, que je ne connais pas forcément, mais tu pourras nous en dire un mot, un petit peu les personnes qui font, qui sont en vue sur des performances et des objectifs assez louables. Léo, toi, qu'est-ce que tu te donnes comme performance et est-ce que c'est pas trop de pression d'arriver sur un team marathoniaque avec des standards comme ça, quoi? Tu le vois comment, toi? C'est stimulant, peut-être? Et ouais, après, enfin, je pense que ça dépend des personnes. Moi, pour le coup, c'est ce qui me fait courir. C'est ce qui m'a toujours fait faire du sport, c'est essayer de chercher plus loin, essayer de gratter tout ce qu'on peut gratter en termes de performance ou voilà, de progrès. Et clairement, avoir des objectifs et de les préparer bien en amont, en plus de les préparer en groupe, et d'avoir un fer de lance comme Nico qui bon, bah, pas, enfin, a montré qu'en fait, un peu tout était possible et qu'il fallait juste courir et fallait courir, quoi. Et, euh, et, et non, des objectifs et des dates bien fixes dans la tête. Et un collectif, je pense que c'est plutôt ce qui nous fait courir et ce qui nous fait avancer et ce qui fait que des fois on se surprend et que voilà, et sur des marathons comme la semaine dernière, on se retrouve avec une flopée de RP et ceux qui n'ont pas fait le RP là le referont dans quelques mois et c'est ça qui nous fait courir et avancer, je pense. Mais Léo, tu rêves de Jeux Olympiques ou tu te dis c'est inatteignable ou c'est pas possible ou tout est possible ou je sais pas, moi. Euh, Bah, enfin, j'y pense pas. Moi, je cours pour m'améliorer et pour progresser et plus pour le process. Le process, je cours pour le process le process de la performance qui est de se donner dur et de progresser au fur et à mesure des trucs. Et il y a une phrase assez connue de Kipchoge, No human is limited. Il y a sûrement Mhm. une limite à l'être humain, mais on ne connaît pas sa limite à soi. Et bah, ça se trouve, c'était 2h16,59 et je ferais jamais mieux. Ça se Mhm. trouve, je ferais mieux. Et puis voilà, ce qui m'importe, moi, dans ma pratique du sport, c'est vraiment le processus qu'on met en place et les rencontres qu'on peut faire. Et puis de voir en partant de pas grand-chose, on peut aller, jusqu'où on peut aller, quoi. Donc, tu prends autant de plaisir dans l'entraînement, dans ce processus d'entraînement, parce que tu t'es fixé un objectif ou tu t'es fixé un but. Tu prends autant de plaisir dans ce processus d'entraînement pour atteindre l'objectif que la compétition en elle-même. C'est peut-être pas le même plaisir, mais c'est C'est peut-être ce qui te. un, c'est un plaisir totalement différent, mais carrément, je prends peut-être même plus de plaisir à voir les progrès au fur et à mesure des semaines et à voir qu'il y a des choses qui se mettent en place et de sentir que le corps progresse, qu'il est plus fort, que la tête suit, tout ça. Je prends peut-être plus de plaisir même là-dedans que le jour de la compète où au final c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'accomplissement, C'est le mais résultat ça, de tout le travail c'est ça, voilà, effectué. exactement. C'est ça, c'est le résultat. Mais je vois dans chacun de vos commentaires, il y a la notion de groupe, il y a cette notion-là. Parle-nous, Jérémy, un peu de ta team marathoniaque. Combien vous êtes? Quand vous partez à Valence, comment ça se passe? C'est euh, c'est un bus, c'est chacun part individuellement et va dormir quelque part, quoi. Parce que moi, j'imagine des athlètes qui rêvent de marathon. Enfin, moi, j'imagine hein, des athlètes qui ont l'habitude de courir qui n'ont pas osé faire le pas en se disant, même à eux-mêmes, ben, pourquoi pas, j'essaye le marathon, je vois comment ça marche. Je vais peut-être chercher un groupe un peu plus spécialisé pour être mieux accompagné, parce que je pense que des distances comme ça, il faut être bien accompagné, parce que c'est un impact physique, hein, donc il faut là-dessus. Est-ce que cette vie de groupe, c'est un groupe, une communauté, ou c'est une somme d'individualités? Comment tu le vois, toi, ça? Je le vois plutôt comme une communauté, forcément, quand on partage autant de temps ensemble à l'entraînement, c'est pas que des individualités qui viennent, entre guillemets, consommer 1 heure ou 2 heures de sport 3, 4 ou 5 fois par semaine et puis qui rentrent chez eux.
Quand on se retrouve les dimanches matins dans la plaine de Pertuis à côté de chez moi, il y a des athlètes qui font 40-45 minutes de route aller et autant retour pour rentrer chez eux. L'heure de rendez-vous, c'est 8h15 ou 8h30 un dimanche matin. La plupart, ils ont une vie de famille, une femme, des enfants. C'est des sacrifices personnels. Donc, je ne pense pas que ça soit qu'une somme d'individualité. Il y a autre chose en plus. Sinon, ben, ils resteraient chez eux dans ces moments-là et puis ils viendraient quand ça les arrange. Donc, je définirais plutôt ça comme une communauté. La notion de groupe, ben, sur ces distances-là, je pense qu'elle est vraiment importante puisque ben, chacun arrive à tirer les autres vers le meilleur. Le profil des athlètes, on est à peu près une quarantaine d'athlètes en tout. Alors, il y en a qui sont parfois moins impliqués pour X raisons, professionnelles, familiales, blessures ou autres, qui reviennent des fois quelques mois ou quelques années après. C'est assez tournant, on va dire, mais on est toujours entre 20 et 25 très impliqués et très actifs et avec des profils hyper différents. Il y a des athlètes qui vont être beaucoup plus rapides, par exemple, sur des qualités physiques que d'autres plus endurants. Et puis, ben, chacun arrive à mettre ses qualités au service du collectif sur les séances. Et puis, ben, 2 ou 3 jours après, ça sera l'inverse. Celui qui a été le plus rapide sur les séances courtes en début de semaine, qui aura tiré le groupe, eh bien, il sait qu'il bénéficiera de l'effet de groupe peut-être le jeudi ou le dimanche sur la sortie longue parce que entre guillemets, les plus endurants, c'est eux qui mèneront le petit Mm. groupe dans lequel ils vont être affectés et puis ben, ils bénéficieront tous de façon alternative de cet élan-là. Donc, je trouve que c'est vraiment la Et là, philosophie que j'ai mise en place je pense que chacun s'y retrouve et y retrouve son intérêt aussi. il y a des moments où, sur 42 kilomètres, c'est long, hein, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Il y a des moments où, au sein d'une team comme ça, il y a des départs groupés, je dirais, tout le monde se suit plus ou moins, tout le monde se tire. Il y a une certaine solidarité pendant la course, pendant la compétition, où c'est à partir du moment où il y a le pistolet qui pète, c'est chacun pour sa pomme. Est-ce qu'il y a cette notion de Alors, groupe? je En vais vélo, les, on le voit, hein, il y a des trains, il y a Ouais, des... c'est différent à vélo puisque l'apport, le bénéfice d'être dans la roue, elle est quand même beaucoup plus importante Ouais. qu'en course à pied. Je pense qu'à partir de 17-18 km/h, il peut y avoir un impact. Effectivement, quand je fais lièvre pour Nico à vélo et que lui, il est derrière, on le voit, voilà, quand ça dépasse 20 à l'heure, c'est quand même, on est un petit peu plus abrité du vent. Il y a un phénomène un petit peu d'aspiration, peut-être pas d'inspiration, mais au moins d'abri qui est bénéfique. Mais après, en dessous de peut-être de 17-18 km/h, je pense que ce bénéfice, il est proche de pas grand-chose. Donc, on ne peut pas vraiment comparer ces deux sports. Mais après, d'un point de vue entraîneur, ce que j'essaie de faire passer aussi, c'est que l'entraide, c'est top à l'entraînement. C'est là où il faut ben, parfois se mettre aussi au service des autres, quitte à aller un tout petit peu moins vite ce jour-là, mais que le collectif progresse ensemble. Mais par contre, le jour de la compétition, on a un dossard. Si on fait partie du même groupe sur le marathon et qu'à un moment donné, il y a besoin que chacun prenne des relais, et ben, chacun prend ses relais. Mais par contre aussi, c'est le jour de la compétition et c'est là il faut que jusqu'au bout et jusqu'à la ligne d'arrivée. Et à un moment donné, il faut aussi penser à sa performance à soi et puis se battre ben, de ce coup-là individuellement jusqu'au bout. Et à contrario, à l'entraînement, d'être dans une posture de progression individuelle et à la fois collective, et surtout pas de compétition entre les athlètes qui font partie du groupe. Donc d'essayer d'écarter les effets Ouais. un petit peu néfastes de la compétition entraînement, dont certains groupes peuvent éventuellement dériver. Voilà. Mais par contre, le jour où on met un dossard, ben là, c'est la performance qui est attendue. Voilà mon point Si- de vue si- côté entraîneur. Après, je ouais. pense que Léo peut peut-être avoir Justement, des visions un peu différentes. sur les marathons, si vous aviez un conseil à donner, un travers à ne pas tomber, une mauvaise posture à faire pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de s'entraîner pour le marathon, qui a l'habitude de faire des semis, qui se dit, bah, tiens, il y a une date de marathon, je me prépare un peu, je vais y aller. Euh, Qu'est-ce qu'il faut éviter là? Comment on se prépare? Vous avez deux, trois petits conseils à donner à nos auditeurs pour leur donner envie de faire des marathons, par exemple? Non, ben, déjà, le premier conseil, c'est de vivre l'aventure, hein. C'est de vivre le marathon, de prendre plaisir à la fois sur la préparation et dans la course.
Mais qui dit le Ouais. vivre dit ne pas forcément faire n'importe quoi et partir à l'abordage sur n'importe quelle allure et puis aller au carton. Donc vivre cette aventure, mais la vivre sérieusement et puis mettre tous les moyens de son côté pour la réussir. Donc partir sur des allures raisonnables, ne pas louper les ravitaillements, voilà, c'est vraiment très important, hein. Prendre Souvent, ses gels, prendre son eau, c'est aussi un facteur de ouais. réussite. Et puis d'être bien équipé, forcément, chaussures, d'avoir testé ces gels auparavant, d'avoir une tenue qui est aussi adaptée. Voilà, parfois d'avoir un maillot. Si on sent qu'il y a un petit peu de frottement, de mettre des protèges seins, de mettre peut-être parfois un petit peu de crème sous les bras, vraiment d'éviter tout ce qui pourra nuire à la performance de façon générale. Voilà. Il y en a certains qu'il faut freiner un peu plus que d'autres, sûrement, sur les entraînements, leur dire, t'es en train de te cramer, descends un peu. Léo, Oui, c'est ton cas, ça, c'est pas ton cas, toi, Léo. T'es prudent. Bon, On enchaîne. Jérém saura mieux le confirmer que moi ou pas, mais je crois que sur cette période-là, j'ai su être prudent. C'est peut-être la première fois de ma vie que j'arrive à le faire. Mais pour une fois, j'ai écouté les conseils du coach qui dit pas trop vite. Et je crois que j'ai réussi à l'appliquer. En fait, il faut éviter la blessure, il faut éviter la blessure, quoi. C'est ça. Et à un moment donné, la blessure, quand le corps il en peut plus, il en peut plus. C'est là qu'on se blesse généralement. Et le rôle d'un coach, je vous dis ça là, les amis auditeurs, mais le rôle de coach, à un moment donné, c'est ça, quoi. C'est savoir freiner et rester prudent pour durer longtemps, quoi. La devise, elle est un peu comme ça, quoi, là-dessus. Euh, Au niveau de la région, alors toi Léo, tu découvres notre région. Toi Jérémy, tu la connais un peu sous le bout des doigts. Moi, je m'aperçois en tant qu'observateur qu'on n'a pas énormément. On a deux marathons sur la région. On en a un sur Nice qui est sur les alentours de novembre, à peu près. On en a un sur Maxime qui est dans les alentours de Sainte-Maxime, hein, qui est aux alentours d'avril. Est-ce que deux marathons, alors, marathon labellisé, label national, international, tout ça, est-ce que deux marathons sur une région comme la nôtre, ça suffit? Est-ce qu'il en faudrait d'autres? Est-ce que c'est à peu près l'équivalent dans toutes les autres régions? J'aimerais bien avoir ton sentiment là-dessus, sur notre région. Parce que les marathons, ça réunit pas autant d'athlètes qu'un 10 km, hein, c'est évident, mais quoique deux marathons, il y a plein de monde parce qu'ils viennent d'en dehors de notre région. Est-ce que on est dans le bon étiage ou on pourrait en avoir un peu plus? T'en penses quoi là-dessus? Ben, de mon point de vue, on est dans une région où il n'est pas facile de trouver des parcours assez propices à la C'est ça performance aussi. marathon. Donc, forcément, au niveau des organisateurs, je pense qu'il peut y avoir des freins pour aller retracer un parcours et puis d'arriver à se motiver des équipes, trouver des partenaires pour remonter un tel événement. Moi, je suis dans la région depuis 2004. À l'époque, il me semble qu'il y avait un petit peu plus de marathons. Il me semble que sur Cabriès, il y en avait un dans le cadre de la Cabre d'Or à l'époque. Il y a eu le marathon de Marseille aussi sur plusieurs Le années, Running Marseille, ouais, le ouais, Running sur la Running Marseille. Marseille de mémoire. Après, le parcours était pas trop défavorable. Ils avaient arrivé à trouver un tracé sur lequel on pouvait faire des performances assez honnêtes, clairement. Après, c'est vrai que ben, quand on n'est pas sur Nice ou sur Cannes, en bord de mer, c'est difficile vraiment de trouver des parcours qui sont propices, hein, clairement. Donc, effectivement, dans la région, il y a peu de marathons et peu d'opportunités de s'exprimer sur la distance. Après, nous, de notre côté, c'est vrai que le marathon de Nice, il tombe entre 3 semaines et un mois avant Valence, qui est vraiment l'objectif principal du groupe. Donc, j'ai très peu d'athlètes qui ont couru sur le marathon de Nice. Tous les ans, bah, cette année, il n'y en avait pas. Mais les autres années, parfois, j'en ai deux ou trois qui y vont parce que ben, au niveau de la famille, c'est compliqué d'aller jusque Valence, un déplacement qui est un petit peu plus onéreux, un peu plus conséquent, hein, qui nécessite peut-être 3 jours ou 4 jours. Donc, forcément, ils se sont repliés sur Nice. Après, le marathon de Saint-Maximin, c'est bien ça? Je le connais un petit peu moins. Ou Sainte-Maximin? Saint-Maxime. Sainte-Maximin, d'accord. Saint-Maximin, il y a deux belles courses. Il y a un 10 Oui, km et un semi. et un semi. Euh, du reste,
une année, Nicolas avait gagné le semi, sur le Oui, semi. c'était les réseaux Ouais, sociaux. de belles courses, mais le marathon, c'était Seine-Maxime. Il n'est pas très D'accord. vieux, hein, je crois que il a 2 3 ans. C'est vrai qu'au niveau du parcours, bah, cette année, j'irai voir mon ami Pascal Thiriot, hein, qui est organisateur. J'irai avec lui. Je vais sûrement, on prendra un vue du ciel, on le mettra un petit peu à l'honneur, ce marathon-là. Mais ouais, on a ces deux-là. Alors, lui, il y a eu une parenthèse avec le Covid, hein, ça a été assez compliqué et tout derrière, et puis c'était un marathon naissant, donc on va voir, j'espère qu'il va vraiment évoluer et qu'il proposera à nos athlètes, voilà, bah, ça peut être des bons intermédiaires, hein, même si on se donne, puisqu'il est au mois d'avril, hein, avril-mai, donc ça peut être pas mal là-dessus. Bon, dites-moi, vous avez des choses à rajouter, des messages à passer. Il y a un truc que je regrette là, c'est que vous parlez du team marathoniaque, tout ça. Vous n'avez pas un maillot là sous la main qu'on montre un petit peu le maillot. Comme ça, les gens, quand ils vont vous voir passer, au moins on verra la team. La team. Vous n'avez pas l'air d'avoir de maillot sous la main. Oh, si, Euh, je peux aller le chercher, j'en ai pour 10 secondes. Je pose le allez, téléphone. Ouais, vas-y. Au moins, on va montrer le maillot. Mais c'est le maillot d'Aix, c'est ça? Il y a un truc particulier non, parce que. il est fortement inspiré des couleurs d'APC. Mhm. Voilà, c'est des couleurs à la fois aixoises et puis salonnaises Ouais. avec le bleu qui est C'est un dessus. peu les couleurs que j'ai derrière, non? Il y a un peu de ça, non? Ben, il y a forcément ces deux couleurs-là, hein, Ouais. les couleurs provençales, plus le bleu, qui Ouais, il y a historiquement est plus le de bleu, en Salon. effet. En Mm. effet. Ah, il est Ouais, en train de recaler, Léo, il est en train de recaler J'essaye le... de trouver du coup le maillot Ouais. marathonique. Le Ah voici. ouais, ouais, d'accord. Ah, ça y est. Ah oui, d'accord, il a des couleurs sur le haut et du c'est blanc ça. sur un côté, tout ça. Mm. Voilà, donc les gens, quand vous voyez le maillot Team Marathoniaque, faites-leur un petit coucou, des belles photos, on leur enverra derrière. Et en espérant qu'on va peut-être avoir une petite délégation sur celui de Maxime, de Sainte-Maxime. On verra, ben, on pourra faire, ben, à la rigueur, tu me dis, moi je pourrais aller les suivre, on verra ce que ça peut donner, ça peut être sympa. Ouais, bien Euh, sûr. des choses à rajouter, Léo? Un petit truc à rajouter? Nous, on est content que tu sois là, hein, en tous les cas, sur notre région, il n'y a pas de souci. Et Ouais, j'invite, oui, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est que j'invite tous les gens à venir courir un marathon. C'est sympa comme aventure. C'est une belle histoire à chaque fois qui se ah, crée. d'accord. Ah, toi, c'est accessible à plus de personnes qu'on peut le croire, c'est ça? C'est un peu ton message? Je pense que c'est une course qu'il faut démystifier, qui est pas, qui ne nécessite une préparation, mais où il y a quelque chose qui se crée, que ce soit avec soi-même dans son sport intérieur ou avec les autres. Et il y a une vraie histoire à vivre dans chaque départ de marathon et que ça mérite d'être vécu. Ça mérite d'être vécu. Ouais, il y a un côté aventure. Je me lance sur un 42 km, mais en effet, hein, il y a un impact physique. Enfin, vous me confirmez qu'il y a un impact physique. Vous me confirmez que vous n'êtes pas des machines, qu'à un moment donné, 42 km, il faut quand même être habitué pour se les faire. Je rappelle juste un truc, hein, moi je suis varois, hein, donc 42 km, je pars du Pradé, j'arrive à Vidauban en 2 heures. Des fois, quand il y a des embouteillages, je mets plus de temps, quoi. Il faut s'imaginer. Non, mais vous rigolez, il faut s'imaginer ce que c'est aussi, quoi. Parfois, quand il y a un peu d'embouteillage, ils vont plus vite que nous en voiture. Donc voilà, moi, c'est cette notion-là. Il y a, vous êtes dedans, donc pour vous, c'est quelque chose de naturel, mais pour moi, qui cours pas forcément et qui a pas ça, je me dis que 40 km, c'est quand même une distance incroyable, mais vous êtes en train de m'expliquer que c'est qu'une question de préparation, il y a beaucoup plus de gens qui pourraient être prêts physiquement à le faire et à suivre ça. C'est ce que vous êtes en train de me dire, en fait. Oui, Ben, enfin, il y a forcément la limite enfin, à cette pratique vers le marathon est forcément la préparation et le degré d'implication et le temps qu'on peut y consacrer. À partir du moment où, sur 2 à 3 mois, on peut se libérer du temps pour s'entraîner, courir, je pense que cette distance-là, à partir du moment où on part sur des bases qui sont réalistes, peut
peut être faisable par un grand nombre Ouais. d'athlètes. Ça, c'est ma future question. C'est combien de fois par semaine il faut s'entraîner pour, euh, pour être bien préparé sur un marathon et espérer faire une perf? C'est quoi? Une fois par semaine? Deux fois par Mm. semaine? Non, Vas-y, c'est je quoi? pense que pour arriver à progresser et puis se faire plaisir sur le marathon et arriver à courir de façon à la fois naturelle, mais d'aller viser un objectif ou une performance qui est tout à fait honorable, je pense qu'il faut au minimum 4 fois par semaine courir. Et puis après, ben, sur des pratiques qui sont pas encore tout à fait du haut niveau, mais sur une démarche de haut niveau comme certains dans la team font, donc comme Léo, Louis, Adrien, qui ont fait autour de 2,17 tous les trois. Je pense qu'ils étaient plutôt autour de 9 entraînements par semaine. Et ils sont montés sur des volumes autour de 200 km sur les plus grosses semaines, et puis de façon assez, je dirais, pas naturelle, mais de façon assez Mhm. constante. Je pense qu'ils étaient plutôt entre 160 et 170 km semaine sur une bonne partie de la prépa. Donc, Impressionnant. voilà. Ça veut dire qu'au milieu, vous travaillez, quoi. Au milieu, il y a le travail. Donc, c'est après le travail ou avant le travail ou pendant la pause, on s'entraîne, on fait des kilomètres, on fait de Voilà, la il peut y répétition, c'est avoir ça. ce schéma-là. Nico, il a travaillé longuement ben, dans une grande enseigne de marque De de sport, sport, distributeur de sport, hein, de article distributeur de de sport. sport jusque l'année dernière, hein, ben, il y a encore pratiquement 12 mois, 12 13 mois. Et il partait à Bouc-Bel-Air en courant le matin, donc ça lui faisait 12 km. Et puis il rentrait le soir parfois en courant ou en bus. Et puis il enchaînait avec sa séance le soir sur Aix. Donc, c'est aussi une façon de vivre, une façon de prioriser ce qui est important pour nous dans une phase sur une vie, et puis de mettre tous les moyens de notre côté pour réussir les objectifs qu'on s'est fixés. Léo, t'en es là sur ta dose comment tu travailles? C'est quoi? Ça nous dévoiler ta vie, mais Non, mais comment pour faire les deux, quoi, c'est exactement ce que Jérémy a dit et ce que Nico a vécu pendant des années et ce que bah, Louis et Adrien ont pu vivre pareil, ou même tous les membres de l'équipe, quel que soit le niveau qu'ils ont eu et la perf qu'ils ont fait. C'est les journées, elles sont ce qu'elles sont en termes de durée. Il y a le travail à caler, enfin, il y a le travail qui est dedans, qui fixe, qui bougera pas. Et puis, bah, faut caler le plan du coach à l'intérieur. Donc, quand on sait qu'il est quand même bien, bien chargé par moment, bah, faut se lever un peu plus tôt ou se coucher un peu plus tard, ou le faire au milieu. Mais c'est le cas pour quasiment tout le monde en athlétisme. C'est un sport où il y a très très peu de professionnels et il y en a très très peu qui vivent de ça. Quand on voit que Nico a dû faire les JF, a dû aller faire 12e au JO pour pouvoir vivre de ça, c'est euh, ça, c'est c'est ça. que voilà, c'est presque normal d'arranger son emploi du temps. Mais je pense que c'est même pas forcément pour ceux qui courent que c'est le plus dur, c'est pour les gens avec qui on Ceux qui vit. vous attendent à la maison, quoi. C'est Exactement. Je pense que c'est c'est ça. le plus dur. C'est un projet de vie. On a un laps de temps dans sa vie où on se met sur le marathon de façon sérieuse, on s'entraîne de façon sérieuse. C'est aussi un projet de vie. C'est un projet de vie avec les gens qui vous entourent. Donc, ouais, franchement, moi, vous m'impressionnez. Je suis qu'admiratif de voir ce que vous pouvez y mettre dans votre passion, dans votre sport. Tu parlais de résilience tout à l'heure, mais vous devez être résilient sur plein d'autres choses. Parce qu'on n'a pas parlé de nourriture aussi, d'hygiène de vie, on n'a pas parlé de tout ça. Donc, il y a pour arriver à vos performances, il y a beaucoup de résilience à avoir et faire quelques sacrifices, même s'il y a des gros instants de bonheur que vous procure cette passion-là. Écoutez, moi, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, nous avoir accordé cet échange-là. J'espère que on a mieux fait connaître un petit peu le marathon. Je vais vous laisser le petit mot de la fin, tous les deux, un petit au revoir, un petit mot que vous avez envie de passer. Et puis, j'espère qu'on en refera beaucoup d'autres de petits, selon vos événements, vos actualités. Vous avez le micro qui est toujours ouvert. Donc, j'espère que vous allez nous utiliser pour un petit peu expliquer cette passion et ce que vous faites. On commence là. Léo, tu commences? Allez.
Merci pour l'invitation déjà. C'est très chouette. Merci d'avoir mis aussi en avant l'équipe Marathonia et le travail de Jérémy qui est à mettre en valeur vraiment parce que je pense il doit se crêper le chignon, il doit s'arracher les cheveux plus d'une fois pour nous mettre tous sur les mêmes séances pour que ça se goupille bien. Donc, merci pour ça et puis à bientôt. À bientôt à toi. Jérémy, petit mot de la Oui. fin? Ouais, ben, un petit mot de la fin, ben, à destination, je pense, de l'ensemble des organisateurs et des bénévoles d'événements sportifs, hein, de courses. C'est souvent des travailleurs de l'ombre, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'implications, des personnes qui organisent tous ces événements. Je sais qu'ils ont traversé des moments aussi difficiles sur les dernières années avec le Covid, avec des événements parfois qui sont annulés au dernier moment, des contraintes sanitaires qui étaient parfois extrêmement lourdes. Certains ont jeté l'éponge face à ces contraintes, d'autres ont essayé de maintenir une certaine activité. Actuellement, on voit que ça reprend de façon assez conséquente. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont été impliqués et qui sont encore impliqués dans ces événements. Un grand merci à tous les bénévoles qui sont présents sur ces courses, hein, au Ravito, au Dossard. Sans eux, ben, on ne pourrait pas s'exprimer sur le terrain sportif. Donc, mille merci à eux. Et puis ben, aussi merci à tous les clubs et à tous les bénévoles qui œuvrent au sein de ces clubs, parce que ben, on ne serait pas grand-chose non plus sans eux. Sans bénévoles, plus rien n'est possible. Ça, c'est Mm. quasiment clair dans 99% de toutes nos organisations. Je te remercie d'avoir mis l'accent là-dessus parce que c'est capital et c'est ça qui nous permet d'avoir des événements de cette qualité-là, quel que soit le pays. Hein. Tous les pays, ça fonctionne un peu comme ça. Merci bien. Au revoir à tout le monde et puis à très bientôt sur les courses. Bye bye. À très vite. Au revoir. Bye bye.